Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je vous remercie d'être venus et d'avoir répondu à mon invitation pour participer à ce débat qui est un débat qui est fondamental. Parce que dans la situation qui est la nôtre, nous avons parlé hier de la crise et du progrès avec Axel Kahn, Jean-Noël Dumont et le président de la Compagnie nationale du Rhône, et vous avez pu constater à quel point ce sujet est prégnant et important. Et derrière, il y a le problème, effectivement, du vivre ensemble. On parle du savoir-être, on parle du bien-être, on parle du mieux-être, mais le savoir vivre ensemble est aussi... on ne peut plus d'actualité aujourd'hui et je suis très heureux et très honoré d'accueillir le président du Conseil économique, social et environnemental, puisque c'est comme cela que l'on dit, M. Jean-Paul Delevoye, le député européen Jean-Marie Cavada, et puis un président de think tank, Terra Nova, Olivier Ferrand. Et je vais les laisser échanger sur le thème « Peut-on et veut-on vivre ensemble ?» Je vous remercie. Alors, recteur de l'économie est très heureux d'associer l'université Claude Bernard Lyon 1 au cycle de conférences que nous organisons depuis avant-hier et que nous achevons ce soir, dans le cadre de la publication du livre Tout un programme, qui est une somme de 23 entretiens avec des philosophes, des historiens, des sociologues, des économistes, des scientifiques, des écrivains et des hommes politiques, qui nous éclairent sur l'état de notre société, sur les manières de l'envisager autrement. 23 personnalités, parmi lesquelles figurent bien sûr nos 3 invités. Vers un nouveau vivre ensemble, c'est ainsi que Pierre Rosanvallon titrait une tribune dans Le Monde il y a quelques jours. L'historien y exhortait en écho à la préface de son nouvel opuscule à refaire société. Refaire société pour riposter aux méfaits visibles comme souterrains d'une explosion des inégalités et de l'incivisme, d'une propagation de la défiance et des peurs, du triomphe déflagrateur de l'individualisme qui entraîne dans son sillage le délitement des solidarités et la paupérisation des fraternités. Refaire société pour que cette société aujourd'hui fracturée en 2 camps, et je cite là encore Pierre Rosanvallon, ceux qui ont l'illusion de s'être fait eux-mêmes et de ne rien devoir aux autres, face à ceux qui estiment que la dite société ne leur concède pas les moyens de construire leur existence. Donc pour que cette société reconquiert et restaure son socle fondateur, la cohésion sociale. Refaire société, c'est repenser la société pour qu'elle autorise chacun à s'y éveiller, à y trouver place, à y exprimer sens et utilité, c'est-à-dire à y progresser de manière responsable, autonome, entreprenante, dans le souci de l'autre. Refaire société, c'est donc explorer les espaces qui donnent aux êtres qui aspirent à voir leur singularité reconnue, de constituer à nouveau un corps commun. L'enjeu est donc bien de redéfinir les rapports entre l'individu et la collectivité, au-delà aussi entre les pouvoirs publics et le citoyen, de telle sorte que les premiers offrent aux seconds les moyens de construire son histoire, sa trajectoire, dans la considération d'une réciprocité qui humanisera le lien vivant, consolidera le lien social, cimentera le lien sociétal. Une société des individus n'existera que si l'on s'attache à en repenser la signification et les fondements, rappelle Pierre Rosanvallon, convaincu que l'envie de faire société demeure vivante et même peut-être exaucée. Mais l'accomplissement de ce vœu est soumis à des conditions, à de nombreuses conditions. Celle d'abord de juguler les peurs multiples qui disloquent les relations, convainquent de se recroqueviller, fomentent le repli et motivent toutes sortes de rejets et d'ostracisme. Celle aussi d'endiguer le déluge technologique, consumériste, utilitariste et matérialiste. Celle également de se dresser avec courage face aux tyrannies de l'instantanéité, de la quantité, du chiffre et de la virtualité. Celle encore de redéployer la signification et l'intérêt du travail. Celle, bien sûr, de revaloriser toutes les formes d'expression de la singularité et de la différence, broyées par le rouleau compresseur de l'uniformité de la norme. Celle de réhabiliter le droit à la défaillance, à la fragilité et à la vulnérabilité, sous l'écorce desquelles prospèrent souvent de si beaux trésors et se forment de si grandes trajectoires résilientes. Celle de relégitimer l'action et les acteurs politiques, frappés du discrédit et malmenés par la transformation de l'appareil et des rouages démocratiques. Celle de rapprocher les rives de l'intergénération, qui subrepticement mais dangereusement s'écartent.
celle de réinvestiguer puis de redimensionner les désirs de justice, de reconnaissance, de représentation, de protection, mais aussi d'engagement et de culture, qui constituent autant d'opportunités de coopérer et de partager. Partager signifiant que l'individu n'est pas seulement nanti du droit d'avoir des droits, mais qu'il est aussi investi du devoir d'accomplir des devoirs. C'est alors qu'une définition largement acceptée de l'égalité peut émerger et nourrir puis fortifier les racines d'une nouvelle société. Qu'est-ce qui nous divise? Qu'est-ce qui nous rassemble? Cette interrogation fondatrice, toute personne qui cherche à défricher les voies d'un meilleur vivre ensemble doit la fouiller jusque dans ses interstices les plus reculés. La fouiller pour extraire de quoi élever ses connaissances et sa conscience, de quoi réorienter sa trajectoire d'homme. La fouiller aussi pour repérer ce qui peut dessiner une espérance, mais pas n'importe laquelle. Une espérance expurgée des pièges démagogiques et populistes, une espérance qui soit raisonnable, juste, exigeante, responsable. Raison, justice, exigence, responsabilité, c'est la charpente commune aux constructions de soi et de la collectivité, aux intérêts de soi et de la collectivité, aux avenirs de soi et de la collectivité. C'est à l'intérieur de cet édifice qui impose à chacun de partager équitablement avec autrui les devoirs et les droits, les sacrifices et les satisfactions, que peut grandir une société créative et entreprenante, pérenne et ouverte, empathique et altruiste. Une société décloisonnée, débarrassée du malthusianisme et tournée vers le bon progrès. Une société qui a du sens parce que chacun de ses contributeurs y a trouvé un sens. Une société qui est utile parce que chacun y manifeste son utilité. Une société qui est confiante parce que chacun y progresse dignement et a recouvré l'estime de soi. Une société où l'on pense sainement à soi parce qu'on sait penser à l'autre. Enfin, une société qui, comme le développait ici même hier soir Axel Kahn, s'est accordée sur ce que sont l'intérêt et le bien collectif. Bref, une société humaine. Nous sommes à un moment décisif de notre histoire. Il est l'heure de bâtir une autre société, appelle Jean-Paul Delevoye. Une société qui, in fine, propose donc à chacun d'honorer une triple harmonie. Celle de soi avec soi, celle de soi avec l'autre, celle des autres ensemble. Cette société idéale que les manifestations de la crise, ou plus exactement des crises, rendent pour l'heure chimérique, nul doute que nos invités en partagent le dessein. Sans doute aussi, à partir des plateformes d'observation et d'examen qui sont les leurs, s'accordent-ils pour l'essentiel sur le diagnostic et la lecture d'une société française, mais au-delà européenne et occidentale, emmurée, voire pour certains déliquescente. En revanche, partisans d'obédiences politiques distinctes, portés par des expériences et des histoires personnelles singulières, enfin s'exprimant dans des champs de compétences et des périmètres de responsabilité si variés, le député européen Jean-Marie Cavada, le président du CESE Jean-Paul Delevoye et Olivier Ferrand, le président du think tank Terra Nova, empruntent des voies nécessairement et heureusement dissemblables. Un projet collectif peut-il naître du débat? Espérons-le, c'est ce que nous verrons ce soir. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Denis Lafay. Je rappelle que vous êtes directeur de la publication du magazine Acteurs de l'économie. Bonjour à tous. À quelle distance dois-je me tenir des autres pour construire avec eux une sociabilité sans aliénation ? Voilà la question que posait Roland Barthes il y a presque 35 ans. C'était précisément le 12 janvier 1977 pour lancer son cours au Collège de France intitulé « Comment vivre ensemble ». Barthes, se référant à Freud, disait également « Un peu de différence mène au racisme, mais beaucoup de différence en éloigne irrémédiablement ». Peut-on et veut-on vivre ensemble? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui à l'occasion de la sortie d'un livre intitulé « Tout un programme » de Denis Lafay, directeur du magazine Acteurs de l'économie. Un livre qui rassemble une vingtaine d'entretiens avec des différents experts pour éclairer le débat en vue de l'échéance présidentielle de 2012. Acteurs de l'économie qui organise cette semaine toute une série de débats dont RCF est partenaire. Et nous avons donc posé nos studios aujourd'hui à l'université Claude Bernard Lyon 1 pour réfléchir au vivre ensemble avec trois grands acteurs de la vie politique française, de couleurs politiques différentes, mais aussi de nature différente dans leur mode d'action, un institutionnel, un élu et un agitateur d'idées. Jean-Paul Delevoye, bonjour. Bonjour. L'institutionnel, c'est vous, mais au sens noble du terme, car vous êtes président du Conseil économique, social et environnemental. Je rappelle que vous avez été également président de l'Association des maires de France, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire entre 2002 et 2004, puis médiateur de la République. Jean-Marie Cavada, bonsoir. Bonsoir à vous tous.
C'est vous l'élu député européen, vice-président du nouveau centre. Et je le rappelle, vous avez été directeur de l'information de FR3, TF1 puis Antenne 2, fondateur de la 5e et président de Radio France jusqu'en 2004. Et enfin, Olivier Ferrand, bonjour. Bonjour. Eh bien oui, c'est vous l'agitateur d'idées, puisque vous êtes le président de Terra Nova, un think tank ou un laboratoire d'idées en français, ancien conseiller technique de Lionel Jospin, puis de Dominique Strauss-Kahn. Vous avez été aussi directeur général du think tank À Gauche en Europe, fondé par DSK et Michel Rocard. Le vivre ensemble, on en parle beaucoup, on en parle de plus en plus, et à la fois on a l'impression qu'on en parle, mais qu'il existe de moins en moins. Qu'est-ce qui a changé dans le vivre ensemble à la française ces 30 dernières années, Jean-Paul Delevoye? Oui, j'avais remis un rapport en tant que médiateur de la République sur l'usure psychique de la France. Et ceci procédait à plusieurs analyses que j'avais faites lorsque j'étais président des maires de France. Très clairement, pour être schématique, il y a un rapport nouveau du collectif et de l'individu. Après la guerre, au moment de la libération, la société civile était faible et la France s'est reconstruite autour d'un État avec tout un pacte de solidarité, sécurité sociale, etc. Aujourd'hui, nous sommes plutôt dans un collectif faible et des individus libres, assez autonomes, avec un basculement que j'avais situé de façon tout à fait symptomatique entre 1995 et 2002. J'étais à l'époque président des maires de France et j'avais été très frappé par la résonance du slogan du candidat sur la fracture sociale. Et j'avais analysé cela sur le fait que chacun se sentait responsable et solidaire de l'autre, vivant sur un territoire, partageant les mêmes valeurs et prêt à me mobiliser, parce que je me sentais responsable et solidaire, pour réduire la distance avec l'autre. 2002, le thème était la sécurité. Et j'étais un des rares à l'époque à dire, mais attention, on a changé de société. La sécurité, c'est, je ne crois plus à la réussite collective qui assure ma réussite individuelle. Je commence à transférer sur le collectif mes devoirs et je lui achète mes droits. Et surtout, je demande au collectif de me protéger de l'autre. Et j'avais fait l'analyse d'un basculement, ce que j'avais appelé à l'époque le racisme social, qui consistait à commencer une hypocrisie, qui consistait à dire aux élus « on est pour la mixité sociale, mais à condition de ne pas mettre de logements sociaux à côté de chez moi. On est pour la politique des jeunes, mais tu ne mets pas de sidaïque en bas de mon... » Et on applaudissait tous les vertus des politiques à condition de ne pas les assumer nous-mêmes. Le deuxième sujet, et donc on a commencé à avoir une analyse de la consommation de la République, puisque l'autre grand facteur de basculement, c'est jusqu'à la guerre, on était dans une société de satisfaction des besoins. Et puis après la guerre, il fallait écouler les surproductions, on a commencé à dire on va changer de société, au lieu de satisfaire les besoins qui fait que quand on n'y arrive pas, on est dans l'insatisfaction, on va augmenter la capacité de consommation en suscitant des envies. Mais quand on n'y arrive pas, on crée des frustrations. Et on a rendu prisonnier d'émotions fabriquées par les autres, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'homme vaut plus pour ce qu'il dépense que ce qu'il pense. Et on est allé même jusqu'à la consommation des institutions de la République. J'ai pas envie que le prof soit bon, j'ai envie qu'il mette 20 à mon gamin. J'ai pas envie que le juge soit juste, j'ai envie qu'il fasse mal à celui qui m'a fait mal. Et on va même jusqu'à consommer, y compris ses relations humaines. Je t'aime, je te garde, je t'aime plus, je te jette. On est dans un espèce... Non, mais je le dis parce que on a vu disparaître brutalement la dimension citoyenne et augmenter la dimension consommation. Mais le politique lui-même s'est laissé aller à cette évolution. Et on a commencé à considérer que le politique était un produit de consommation. Et chacun s'est fait sa clientèle. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, la gauche n'ose pas toucher aux profs parce que c'est sa clientèle, la droite n'ose pas toucher aux médecins parce que c'est sa clientèle, et nous-mêmes, nous sommes tous hypocrites parce qu'on dit on a tous des convictions, mais on vote pour celui qui garantit ma niche fiscale ou mon confort personnel. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes à une heure de vérité où, à l'évidence, cette capacité de consommer le collectif pour mon confort personnel a atteint sa limite. Jean-Marie Cavada, quel regard vous portez sur ces 30 dernières années, sur le vivre ensemble? D'abord, je suis très intéressé par ce que vient de dire M. Delevoye, parce que moi, qui regarde la société de notre pays depuis une trentaine d'années, il n'y a pas grand-chose que je réfuterais dans ce que vous venez de dire. Je voudrais me placer d'un angle un petit peu différent, ou plutôt avec encore un peu plus de recul que strictement nos simples frontières, parce que dites-vous bien que ce que nous enregistrons ici comme difficulté, comme
danger, nous ne sommes pas les seuls. Beaucoup de pays dans le continent européen sont à la même enseigne et par conséquent, à la moindre faille, au moindre craquellement du cycle normal de la richesse de la consommation, eh bien, on retrouvera les mêmes problèmes. Alors, je voudrais plutôt poser quelques lignes qui, disons, seront un peu des paniers de la ménagère pour mettre ce que Jean-Paul a dit dedans tout à l'heure. D'abord, la première chose que je voudrais dire, c'est que la France n'échappe pas au craquellement auquel je viens de faire allusion des plaques tectoniques qui sont en train de casser l'Europe parce que l'Europe est fragile d'un manque de construction inachevé naturellement. Ça, c'est une première chose et ça a des répercussions extrêmement fortes dans notre vie quotidienne, de Lyonnais, de Parisiens, partout, partout. Et pour la première fois, si je puis dire, depuis la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe rentre dans notre domesticité, dans notre vie domestique, au sens anglo-saxon du terme, pour la raison simple, c'est que l'onde de choc de la résonance de ces plaques tectoniques qui se heurtent actuellement sous le continent européen, au sens géopolitique du terme, eh bien, nous les vivons. Et ça ne fait qu'accélérer, naturellement, le danger que nous ressentons de l'effondrement de notre propre société. La deuxième chose, il faut le mentionner, même si ce n'est pas immédiatement dans nos craintes, c'est qu'on sait bien que le passage du pouvoir économique et tout ce qui va avec, souveraineté militaire, souveraineté financière, etc., des États-Unis, rive atlantique, vers l'Asie, a aussi des conséquences en interne dans nos pays, et en tout cas sur notre continent, et que ça, là aussi, ça fait vibrer un certain nombre de poutrelles qui ne sont plus suffisamment arrimées. La troisième ligne que je voudrais mettre en avant, c'est l'effondrement de la mission éducative et en tout cas de ses résultats dans notre pays qui a atteint des sommets extrêmement importants et il y a beaucoup de causes à ça et c'est extrêmement dangereux. D'ailleurs, de mon point de vue, moi qui suis un enfant de la République, moi dont la République a payé la nourriture, les vêtements, les études et une partie d'ailleurs de mes emplois, y compris de dirigeants, puisque c'était dans le service public, je vois bien en tout cas que l'éducation n'arrive plus à remplir la mission qu'on attend d'elle. Et c'est arrivé à un tel point que je ne parlerai même plus d'éducation, mais je parlerai probablement de transmission ou même simplement d'instruction. Par conséquent, ça c'est quelque chose de très fondamental autour de qui tournent beaucoup de points. L'autre ligne que je veux souligner, c'est vraiment l'effacement des repères que furent dans les territoires, les frontières et je dirais le grand large. Ces notions sont complètement effacées. Je veux encore souligner une autre caractéristique qui est, je dirais, beaucoup plus globale. Jusqu'à présent, jusqu'à ces dernières années, je partage assez l'avis de M. Delevoye que ça a dû se passer quelque part vers le milieu des années 90 et le basculement vers 2000. La société, quel que soit l'endroit où l'individu s'y trouve, a fini par devenir totalement horizontale. C'est la fin de la société verticale avec tout ce que ça va saccager comme construction préalable par laquelle nous faisions nos échanges préalablement. Je n'ai qu'à me référer à Internet pour le dire, mais la société politique elle-même, le bien vivre ensemble qu'on attend, n'est plus maintenant que le fruit d'une société amibienne, horizontale. Et c'est pourquoi le jacobinisme, qui fut si important dans notre République après la Deuxième Guerre mondiale, est aujourd'hui une contrainte extrêmement importante de modernisation. Mais si vous le souhaitez, j'y reviendrai dans un instant. Je pense que le seul sauvetage de notre pays, c'est par l'articulation du régionalisme. Et nous n'y sommes pas, loin s'en faut. Olivier Ferrand, qu'est-ce qui a changé ces 20-30 dernières années dans le vivre ensemble français qui semble en panne? Ce qui a changé, c'est la crise. Moi, depuis que je suis arrivé à la conscience politique, je n'ai connu que la crise. C'est ça qui a tout changé. Croissance atone, chômage de masse et fragmentation sociale, conséquence de cette crise à mèche lente qui travaille la France depuis 30 ans, et l'Europe et l'Occident d'ailleurs, cet échec de l'entrée dans la mondialisation qui caractérise la France et beaucoup de pays occidentaux. Double conséquence dans notre vivre ensemble. Première conséquence, le creuset que constituait le travail a explosé. Le travail, c'était ce qui nous unissait dans notre vie quotidienne. Or, une partie de nos concitoyens aujourd'hui, une partie très importante, n'est plus en situation de travail. Entre le précariat, 6 millions de personnes, les chômeurs, 3 millions,
les Français qui ne cherchent plus un emploi, qui sont tellement désocialisés qu'ils ne recherchent même plus d'emploi. On est à peu près à 11, 12, 13 millions d'actifs sur 28 qui sont à l'extérieur ou aux marges du monde du travail. 40% des Français aujourd'hui n'ont plus un CDI et sont aux marges du travail. L'explication, enfin, c'est assez central dans notre relation collective, parce que face à la crise, nous avons adopté un compromis collectif tout à fait particulier à la France, qui a consisté à protéger les insiders. Ceux qui étaient dans le monde du travail se sont protégés, ont décidé de préserver leurs droits acquis. On a décidé d'essayer de ne pas licencier pour protéger ceux qui étaient dedans. Et en conséquence, nous avons interdit l'entrée à ceux qui étaient dehors et qui aspiraient à rentrer. Ceux qui sont dehors, les nouveaux entrants, ce sont évidemment les jeunes générations, mais aussi les femmes, parce que c'est le moment où vous essayez d'entrer, et les Français issus de la diversité et des quartiers populaires. C'est en réalité ceux qui feront la France d'aujourd'hui et de demain, qu'on a empêché d'entrer dans notre société. Et nous avons aujourd'hui une dualisation massive de notre société entre les insiders, ceux qui sont dedans et qui essaient à toute force de se protéger, qui ont peur de perdre, qui ont peur du déclassement, et ceux qui sont dehors, qui sont déclassés, qui essaient de rentrer, mais qui en sont empêchés par la société. Ça, c'est le premier creuset qui a explosé. Le deuxième creuset qui a éclaté, c'est le creuset territorial. Nous vivions dans une république unifiée territorialement. Nous vivions aux mêmes endroits, ensemble. Nous ne vivons plus ensemble. Nous avons assisté ces 30 dernières années à une fragmentation, à un sécessionnisme territorial, avec, pour le faire schématiquement, d'un côté les centres-villes aisés ou boboisés de nos grandes cités, qui concentrent tous les avantages pour ceux qui y vivent et qui en sont protégés par les barrières invisibles du prix de l'immobilier. Au milieu, nous avons les banlieues périurbaines et puis une partie du monde rural qui est dans l'entre-deux, qui espère accéder au centre-ville très intégré, mais qui en sont donc empêchés par ce prix de l'immobilier, et qui regardent dans le rétroviseur les bars des quartiers populaires, de peur que ces bars ne les rattrapent et menacent à la fois leur sécurité et surtout l'avenir éducatif de leurs enfants, puisque tout se joue là. Et enfin, troisième pôle, les quartiers populaires, les ghettos, qui concentrent tous les handicaps et une bonne partie de ces nouvelles classes populaires dont je parlais à l'instant. Et cette polarisation territoriale est quelque chose de nouvel, qui a 30 ans, et qui est dû à un sécessionnisme des plus aisés d'entre nous, qui un jour ont décidé de ne plus vivre ensemble, enfin de ne plus partager leur vécu avec le reste de la population. Ces tensions existaient déjà dans notre société, mais elles se sont matérialisées ces 30 dernières années, et aujourd'hui, le facteur clé des inégalités de notre société, c'est les territoires. Selon que l'on est à Neuilly, à Montrouge ou à Sarcelles, les chances dans la vie sont radicalement différentes, au moins en termes statistiques. Alors, perte de l'acquis, perte du peur du déclassement que vous citiez, Olivier Ferrand, c'est une expression chère à Edgar Morin également. Jean-Paul Devoy, je crois que c'est une expression aussi qui vous est chère. Peur du déclassement, c'est quelque chose de très prégnant aujourd'hui. En réalité, ce qui ressort de nos trois interventions, c'est effectivement, il y a une société qui vit dans le système et qui cherche à préserver son confort, et qui fait que mécaniquement, derrière nos discours d'inclusion, nous sommes en réalité dans une société d'exclusion et de fermeture. Deuxième élément, nous nous sommes tous abrités derrière des slogans qui aujourd'hui sont tous en situation d'échec. La mixité sociale, Olivier vient de le dire, c'est l'évasion de la réussite et la localisation de l'échec. Et nos villes ne sont plus en mixité sociale. À Paris, il y a le quartier turc, le quartier selon les races ou selon les situations. Et donc aujourd'hui, il faut admettre ce genre de choses. Et ce qui fait qu'effectivement, la France est un pays tout à fait particulier, où la peur du déclassement n'a jamais été aussi grande. Mais en réalité, il faut analyser l'étude d'Éric Morin de façon plus approfondie. Ceux qui n'ont rien ne croient plus à rien. Et donc, eux, ils n'ont pas la peur du déclassement. Ceux qui ont beaucoup, ils ont le monde. Et donc, eux, ils sont pas peur. Au contraire, ils sont plutôt enthousiastes. La peur du déclassement frappe la classe moyenne, qui, elle, se sent complètement écartelée. Je paye tout, j'ai droit à rien, et qui est extrêmement préoccupée par la crainte du devenir.
Et il est évident, et Jean-Marie l'évoquait tout à l'heure, il y a un certain nombre de traumatismes dont on n'a pas suffisamment pris la force dans l'opinion française. Traumatisme qui fait qu'on n'est plus une grande puissance. Et donc les gens se disent, tout compte fait, l'État ne peut plus nous protéger, alors que les Français ont soif de protection. 2, la France est le seul pays, si vous dites à un Anglais ou à un Américain, dites-moi, je suis nul, il ne peut pas vous répondre. Il vous dira, I'm loser, je suis un perdant. En France, toutes nos politiques publiques depuis 40 ans nous mettent devant nos échecs et non pas devant nos potentialités. T'as échoué à l'école, t'es nul. T'as pas de boulot, t'es nul. T'as pas de Rolex, t'es nul. Donc, non mais attendez, c'est tout, mais là, il faut analyser cette différence. Vous allez dans les pays anglo-saxons, on dit, toi, tu vas y arriver. Et en France, il faut complètement inverser cette culture, c'est de faire découvrir que chacun a des richesses, des potentialités qu'il convient d'exploiter. Or, nous passons aussi dans un discours un peu hypocrite, c'est que tout notre système de protection fait que l'on soulage nos consciences, mais on ne règle pas le problème. Et là, nous avons devant nous un vrai choc culturel qu'il va nous falloir analyser. Choc culturel, Jean-Marie Cavada. Quand vous discutez avec vos collègues députés du reste de l'Union européenne, quel regard porte-t-il justement sur cette mixité dont parlait Jean-Paul Delevoye qui ne semble pas fonctionner en France, parce qu'on n'est pas le seul pays dans ce cas? C'est très étrange parce que tout le monde constate qu'il y a beaucoup de pays malades en Europe. Et d'ailleurs, je veux faire une parenthèse, l'Allemagne qui aujourd'hui apparaît comme le grand vainqueur de ces secousses, parce que tout simplement, elle a eu à sa tête un chef d'État qui a préféré réélire l'Allemagne plutôt que sa propre réélection, c'est-à-dire un vrai homme d'État. Mais c'est un des derniers que j'ai vu en Europe, d'ailleurs, ces dernières décennies, c'est M. Gerhard Schröder. L'Allemagne a peur aussi d'un certain nombre de choses. Par exemple, à la moindre, Olivier d'ailleurs en témoignera avec beaucoup plus de documents que moi, c'est plutôt du sensitif qui m'est rapporté. À la moindre inflexion de la consommation, en Allemagne, tout de suite, tout le monde du patronat et des syndicats se met en émoi pour essayer d'amortir ce choc d'une manière ou d'une autre par la voie naturellement contractuelle dont ils ont le grand secret et qui ne serait pas très difficile d'appliquer en France si pour une fois l'État arrêtait de se mêler de ce qui ne le regarde pas, puisque le contractuel, comme son nom l'indique, c'est deux personnes autour d'une table, mais c'est un autre sujet pour lequel je reviendrai sans doute l'an prochain ici. Cher Monsieur Denis l'a fait. Alors, vu de l'extérieur, mes collègues européens ont à la fois l'impression d'un peuple qui a un génie, qui ne va pas si mal que ça, mais dont les structures, à leur grand étonnement, ne bougent absolument pas. Ils sont très étonnés, eux, ayant fait toute une succession de réformes. Il faut voir ce que l'Allemagne a fait, par exemple, et j'aime à comparer notre propre évolution par rapport à celle de notre pays, qui, un jour ou l'autre, d'ailleurs, aura lui-même des difficultés assez rapidement, ne serait-ce que vu l'inflexion démographique dans ce pays. Nous sommes 65 millions d'habitants, ils sont 82, et dans 20-25 ans, on va se comparer à quelques 5 millions d'habitants près. Et c'est très intéressant de voir combien ces gens me disent qu'en gros, nos structures, pourquoi donc n'avez-vous pas fait vos réformes? C'est quoi une réforme vue de la part d'un Allemand ou d'un Suédois? C'est un système qu'il faut mettre en place pour changer le système précédent afin de sauver le but du système précédent. Eh bien, nous sommes incapables de le faire. Et je partage, moi, personnellement, en tant que Français, cette idée que le pays n'est pas si malade que ça quand on considère ces groupes d'individus. Ces structures freinent et non pas amplifient. Et ça, c'est tout un système d'organisation dont nous aurions dû, depuis bien longtemps, ou du temps de la richesse, entreprendre la réforme. Olivier Ferrand, Jean-Paul Delevoye parlait de ce déficit de confiance des jeunes Français. C'est pas nouveau, on en parle depuis longtemps. On dit que dans les pays anglo-saxons, effectivement, les jeunes ont beaucoup plus confiance. On parle souvent aussi de ce sondage où les jeunes Français arrivent en dernier dans l'Union européenne quant à la confiance face à la crise. Pourquoi ce déficit de confiance particulièrement prégnant en France des jeunes ? Le déficit de confiance, je crois qu'il est dans toute la société française, qui est totalement dépressive quand on la compare à ses voisines. Mais effectivement, les jeunes sont dans une situation particulière en France. À cause de cette polarisation entre insiders, entre ceux qui sont dedans, et outsiders, les nouveaux entrants qui essaient de rentrer, et qui sont d'abord les jeunes. Il faut bien comprendre que face à la crise que nous avons vécu depuis 30 ans, les jeunes ont servi de variable d'ajustement systématique à notre société. Et ça n'est pas le marché qui a produit ça,
ce sont nos politiques publiques qui ont été discriminatoires et qui ont discriminé de fait et parfois de droit notre jeunesse. Je vais vous citer un exemple juridique qui est unique dans l'OCDE, ce sont les minima sociaux. Vous prenez les minima sociaux en France, c'est un bon étalon des valeurs que nous accordons aux différentes générations de notre pays. Minimum social pour un retraité, le minimum vieillesse, c'est 708 €. Pas beaucoup. Mais le minimum d'activité, l'ancien RMI, le RSA socle, dans le jargon, 466 €. Il s'applique de 25 à 60 ans. En dessous de 25 ans, si vous êtes un jeune actif à la recherche du travail, votre RMI, enfin le primo-accédant, si vous êtes primo-accédant, vous cherchez un job, eh bien votre minimum social, c'est 0. 0, 466 €, 708. Voilà, juridiquement, les valeurs discriminatoires que notre société accorde à ces générations et singulièrement à ces jeunes. Il n'y a pas d'autre exemple dans toute l'OCDE où on discrimine par l'âge contre les jeunes. Dans n'importe quel pays, quand vous êtes jeune actif, vous avez les mêmes droits que quand vous êtes actif adulte. Et ça démarre parfois à 16 ans dans de nombreux pays comme l'Allemagne. Voilà un exemple juridique. Il y a des tas d'autres exemples. L'emploi, évidemment, est l'exemple où la discrimination de fait est la plus importante. On a 3 fois plus de chômeurs jeunes, de jeunes chômeurs que pour le reste de la population, à 25% de chômeurs. On n'est pas encore au niveau espagnol, mais au rythme où ça va, ça sera très rapide. Pour ceux qui arrivent à avoir un emploi, ils entrent tous en emploi précaire. 80% des jeunes entrent dans le précariat. Et quand on dit précariat, il faut bien se rendre compte de l'intensité du précariat contemporain. Sur 19 millions de contrats de travail signés l'an dernier, 19 millions, 12 sur 19, retenez bien ce chiffre, sont des contrats de travail de moins de 1 mois. 12 sur 19, chiffre de Lacoste de l'an dernier. 12 sur 19. 75% des contrats de travail sont des contrats de moins de 3 mois. Et c'est massivement nos jeunes que nous condamnons à ce précariat. Dernier élément, je termine là-dessus, pour le peu d'entre eux qui arrivent à avoir un CDI, donc à entrer en emploi stable, le différentiel de salaire entre les adultes et eux s'est considérablement accru. Pour une raison simple, parce que personne en France n'est capable de baisser le salaire de ceux qui sont en emploi. En revanche, c'est très facile de baisser le salaire des jeunes qu'on embauche. Il suffit de baisser l'offre de salaire à l'embauche. C'est ce qui est en train de se passer. C'est Louis Chauvel, un sociologue, qui cite ce chiffre. L'écart entre un CDI à 30 ans et un CDI à 50 ans était à peine de 15%. En 1980, il a dépassé aujourd'hui 50%. CDI, CDD. CDI, CDD. Jean-Paul Delvoye, quand on analyse en profondeur les causes de cette panne du vivre ensemble, vous parlez souvent d'une modification de notre rapport au temps. Expliquez-nous. Oui, peut-être, pardonnez-moi de rebondir sur ce que disaient Olivier et Jean-Marie, la comparaison France-Allemagne. Il faut toujours essayer d'avoir un regard sur l'histoire. Après la guerre, la puissance américaine et la puissance française, voulant affaiblir l'avenir de l'Allemagne, lui ont imposé le régionalisme pour éviter que l'État allemand soit fort, et lui ont imposé la nécessité d'un partenariat, d'un dialogue entre les forces patronales, les forces syndicales et les forces politiques, partant d'un principe que plus il y aurait de discussions, moins il y aurait de capacité d'agir. C'était déjà d'ailleurs un peu dans la tête de Bismarck. Hein, exactement. Et on s'aperçoit qu'en réalité, ce qui apparaissait comme un moyen d'affaiblir l'Allemagne juste après la guerre est aujourd'hui ce qui lui fait sa force. C'est assez extraordinaire, ce petit revirement de l'histoire. Et donc il faut s'en souvenir parce que je suis de ceux qui pensent qu'en termes de compétitivité, la France, parce que ses acteurs sociaux sont faibles, préfère le conflit, quand l'Allemagne, parce que ses acteurs sociaux sont forts, préfère le dialogue. Et c'est un des sujets sur lesquels il faudra réfléchir sur la notion du vivre ensemble, parce que lorsqu'il y a un débat, moi je suis de ceux qui pensent qu'il faut changer la respiration démocratique. Il faut 1, la pédagogie des enjeux, 2, l'organisation d'un débat, 3, la décision politique, 4, l'exécution. Lorsque la décision politique, comme en France, est annoncée à la télévision avec une exécution rapide, elle suscite une réaction négative, et lorsqu'en plus on n'a pas compris les enjeux, eh bien, elle crée encore des pulsions extrêmement... Donc il y a des mécaniques du vivre ensemble qui sont nos propres procédures. C'est comme si un père de famille giflait son gamin sans lui expliquer les raisons pour lesquelles, etc. Eh bien, il y a une révolte. Donc je crois qu'aujourd'hui,
l'appropriation des enjeux par l'opinion est un enjeu fondamental. Et le temps de l'appropriation passe par cette nécessité d'un dialogue entre les forces patronales, les forces syndicales et les forces politiques. RCF, Philippe Lansac. Bienvenue sur RCF. Si vous nous rejoignez, nous avons posé aujourd'hui nos studios à l'Université Lyon 1 pour une émission spéciale en public à l'occasion de la sortie du livre Tout un programme de Denis Lafay, directeur du magazine Acteurs de l'économie. Peut-on et veut-on vivre ensemble? C'est la question que nous nous posons aujourd'hui avec Jean-Paul Delevoye, président du Conseil économique, social et environnemental, Jean-Marie Cavada, député européen du Nouveau Centre, et Olivier Ferrand, président du think tank Terra Nova. On a essayé ensemble de commencer à analyser les causes de cette panne du vivre ensemble français. J'aimerais qu'on réfléchisse maintenant avec vous à ce qu'il faut faire pour reconstruire ce vivre ensemble. Immense et vaste chantier. Il y a plein de champs d'intervention. Alors, on ne va pas pouvoir tous les aborder, j'aimerais qu'on en égrène quelques-uns. On va commencer par l'opposition pauvre-riche, actif, non-actif, performant, non-performant. Comment reconstruire ce lien entre ces deux opposés? Jean-Marie Cavada. Bon, là, vous nous lancez dans un chantier immense et je vais commencer par me prendre encore un tout petit poil de hauteur, si vous me le permettez. Parce que je suis frappé que dans un système de crise dans lequel nous vivons, nous ne définissons plus le but où nous voulons aller. Qu'est-ce que nous voulons atteindre? Et la deuxième conséquence, c'est naturellement quels moyens pour y parvenir, un peu ce que M. Delevoye définissait tout à l'heure. La première chose qui, moi, me frappe, c'est que, encore une fois, je ne trouve pas que la société française, dans sa vitalité, son génie, comme on dit si bien, soit si entamée que ça. Je pense que toutes sortes de fractures qui ont été énoncées ici sont extrêmement dangereuses, elles existent. Ça n'entame pas pour autant, me semble-t-il, ça n'entame pas la capacité vitale des Français. Ce qui ne va pas, c'est que la mise en musique, si je puis dire, de cet ensemble ne fonctionne pas. Alors, que faut-il faire ? D'abord, je crois que la première des choses à faire, en dehors des mesures économiques et sociales qui, elles, ont presque des réponses immédiates quand on sait où on veut aller, c'est de restaurer le socle de l'instruction que j'ai beaucoup de mal même déjà aujourd'hui à appeler éducation. C'est tout à fait central. Ça touche non seulement à l'évolution des jeunes gens, ça touche à la formation alternée qui est absolument nécessaire et hausser le diplôme de formation alternée au niveau du diplôme de sortie de lycée dans notre pays. Et puis surtout, ça fait quand même presque 20 ans qu'Alain Bentelila a dit qu'on était entre 15 et 18% d'illettrés, on est maintenant au-delà de 20, il n'y a rien qui fut une surprise. Mais on n'a pas osé faire une seule réforme sérieuse, et y compris dans la famille politique la famille de pensée, vais-je dire, parce que la politique est une chose qui m'intéresse plus médiocrement, qui a donné des ministres de l'éducation que l'on appelle abusivement national, on n'a pas osé faire ces réformes parce qu'on n'a pas trouvé le socle suffisamment, autoritaire de la nation pour pouvoir passer par-dessus les structures. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vivre avec son temps. Et notre temps, c'est quoi? Encore une fois, c'est l'horizontalité du déplacement des groupes de citoyens, de consommateurs, etc. La société n'est plus verticale. Elle le refuse, d'ailleurs, même si on veut son bonheur du dessus, elle le refuse comme une pression. C'est plutôt une bonne nouvelle, le fait qu'elle soit plus verticale. De mon point de vue, c'est une bonne nouvelle. Elle ne serait pas tragique si elle n'était pas contrariée par ce jacobinisme actif qui fait qu'un État conçu pour la reconstruction, et là je salue, chapeau, ça a marché, n'a pas évolué pour la prospérité. Et donc, il ne sait pas aujourd'hui rassembler ses forces. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que l'État, il n'y a pas que l'État qui est capable de gérer le bien public. Les régions, c'est l'État. Les départements, qui, de mon point de vue, devraient disparaître, c'est l'État. Les communes, les agglomérations, etc., c'est l'État. Quel est le rôle de l'État supérieur? C'est de ne faire que ce que les autres échelons que je viens de décrire ne peuvent pas faire tout seuls. Et puis tout ça, dans un cadre qui est naturellement défini, ça c'est la responsabilité de l'État au sommet, c'est-à-dire directement des urnes. Je pourrais d'ailleurs, à l'envers d'ailleurs, dire que l'Union européenne, c'est tout et seulement ce que les États membres ne peuvent pas faire. Et donc j'appelle à ce souffle, à cette respiration, à cet oxygène dont nous avons absolument besoin, qui consiste, non pas pour singer le modèle allemand, il existe au Canada, il existe dans beaucoup d'autres pays, mais parce que c'est le transfert de la responsabilité rapproche le citoyen de l'effort qu'on lui demande parce qu'il le comprend. La deuxième chose, je fais très vite, pardon monsieur, il faut cesser de légiférer dans tous les domaines où l'État est devenu non seulement incompétent, mais très contre-productif.
un seul exemple, la réforme de la durée de travail, le corps de patron, si je puis dire, qui l'a le moins bien appliqué et qui l'a même pas appliqué dans bien des cas, c'est l'État. Il ne s'est pas appliqué à lui-même, voire la santé. Il était incapable de le faire, ce qu'il voulait faire. Tout ça, ça ressortit d'une chose, c'est que l'État impérieux, c'était bon pour reconstruire des ruines, et maintenant il faut trouver un rythme de braquet où, je dirais, l'énergie soit dirigée près de chez elle. Alors pardonnez-moi, je reviens quand même à cette fracture actif-inactif, qui est quand même quelque chose de très prégnant aujourd'hui. On en a encore beaucoup parlé avec le RSA, et puis même ces nouveaux amendements avec le RSA, on va faire travailler des bénéficiaires du RSA. C'est un vrai sujet, ça, Olivier Ferrand. Oui. Comment vous tissez ces liens ? Pour faire société, il faut s'attaquer il faut lever les fractures. La première fracture, c'est actif-inactif, insider-outsider, un dedans-dehors. Comment faire ? Alors, il y a des choses techniques à faire. Sur le précariat, il faut refuser l'explosion du précariat de ces 10 dernières années. C'est vraiment ces 10 dernières années. Le chômage est monté entre 80 et 2000. Le précariat, qui érode encore plus la société du travail, c'est ces 10 dernières années. On peut faire des choses quand même. Il n'y a aucune raison d'accepter, comme on le fait, le travail fragmenté. Vous avez peut-être lu le Quai d'Ouistreham de Florence Aubenas. C'est incroyable. Je veux dire, comment on impose un travail non seulement à temps partiel, c'est-à-dire qui vous maintient sous le seuil de pauvreté, à des femmes célibataires, des mères célibataires, qu'on choisit bien souvent à 20 ou 30 km du lieu de travail pour faire en sorte qu'elles soient suffisamment proches pour venir, mais suffisamment éloignées pour ne pas retourner à la maison quand les enfants sont malades, et à qui on impose des rythmes découpés. On va nettoyer les bureaux de 6h à 8h du matin, de midi à 13h quand ça ferme, et puis de 19h à 21h, donc 4 ou 5 heures de travail par jour, mais étalé sur 15 heures. Donc ça, il suffit de le pénaliser massivement. Le travail fragmenté, abusif, doit être massivement pénalisé. Il n'y a aucune raison que, par exemple, pour prendre l'exemple du Quai d'Ouistreham, qu'on ne puisse pas balayer les bureaux pendant les heures de travail. C'est qu'on commence à faire, d'ailleurs. Oui, mais Olivier Ferrand, quand on parle de rétablir de la sécurité du travail, on nous dit aussi à la fois, les entreprises disent, mais en France, le droit du travail, c'est extrêmement compliqué, on est quand même dans un contexte mondialisé, comment fait-on ? Oui, non, bien sûr, la compétitivité de la France, et donc la masse de travail disponible, c'est vraiment un autre sujet, je ne veux pas l'aborder là. Mais voilà, le précariat n'est pas une donnée naturelle de l'économie et du capitalisme, c'est ce que la France a produit. Il n'y a pas de précariat, il y en a beaucoup moins dans des pays comme l'Allemagne qu'on citait. Donc c'est pas une donnée exogène, c'est ce que notre société a sécrété, et on peut le corriger. Le deuxième élément qui est très important, j'en ai trois, hein. Le deuxième élément, c'est dans ce que le jargon on appelle la sécurité sociale professionnelle. C'est l'idée qu'il faut activer le pôle emploi. On est dans une situation d'indemnisation passive du chômage, et on ne permet pas aux chômeurs, ceux qui recherchent un emploi, d'en trouver un activement. Ça commence, mais on est à des années-lumière des pays qui réussissent. On fait comment ? Il faut que les demandeurs d'emploi puissent être en situation... il faut en gros que l'État les embauche pour retrouver un job. C'est-à-dire qu'on leur donne un bureau, qu'on leur donne des moyens de travailler pour rechercher un emploi, des moyens logistiques, un soutien humain, pour faire en sorte qu'on puisse retrouver un emploi. Aujourd'hui, les chômeurs cherchent une demi-heure par jour leur emploi depuis chez eux. Au Danemark, ils cherchent 6 heures par jour depuis un bureau. Donc ils travaillent de manière professionnelle. Alors ça existe en France, ça s'appelle l'outplacement, c'est réservé pour les cadres, et ça marche très bien. Il faut le généraliser. Au Royaume-Uni, ça commence, les Job Center Plus. Dans les pays nordiques, c'est généralisé. Nous, on est balbutiant. Par ailleurs, une des clés de la sécurité sociale professionnelle, c'est de dire que l'État embauche des demandeurs d'emploi pour rechercher leur job, et il les paye. Et dans les pays nordiques, on garantit 80 à 90% du dernier salaire. Donc, pour nos classes moyennes ou classes moyennes populaires en emploi qui ont peur du déclassement, qui ont peur de perdre, ce dispositif-là est très sécurisant, parce qu'on dit à ceux qui ont un emploi, si vous le perdez, vous ne serez pas à la rue, vous n'allez pas tout perdre, vous serez pris en charge par un système qui va vous garantir grosso modo votre pouvoir d'achat et qui vous permettra raisonnablement de retrouver un job dans des durées raisonnables. Dernier élément, c'est le débat sur l'assistanat,
qui est un débat proprement révoltant dans la société française, qui a été gangréné par l'idéologie, ce virus anti-assistanat qui s'est répandu partout et qui est un scandale français parce que autant, quand on entend, je vais mettre les points sur les i, quand on entend Laurent Wauquiez dire que la France a la sécurité sociale la plus développée au monde, c'est vrai si vous avez un job. La sécurité sociale, c'est une assurance publique. Donc vous cotisez pour vous-même, et si vous avez un emploi stable et des revenus élevés, vous aurez des cotisations élevées et donc des droits élevés. Donc si vous êtes dans le système, si vous êtes dedans, vous avez une protection assurée par la sécurité sociale extrêmement forte. Et la meilleure du monde, très vraisemblablement. Si vous êtes dehors, si vous êtes dans le précariat, si vous êtes chômeur et que vous dépendez de la solidarité publique, c'est-à-dire que vous ne cotisez pas et que vous attendez la solidarité de la sécurité sociale ou de l'État-providence, on est au niveau de la Bulgarie en France. De la Bulgarie. Le système n'a pas été créé comme ça. Les minima sociaux en France sont du niveau de la Bulgarie. Le RSA socle, je disais, je finis vraiment là-dessus, 466 € par mois, c'est 28% du revenu médian français. 28%. Le seuil de pauvreté, c'est 60, ce qui veut dire que 1 700 000 Français vivent à moins de 2 fois le seuil de pauvreté. Donc nous avons massivement paupérisé les plus pauvres d'entre nous. Et quand hier à l'UMP, je fais juste un tout petit peu de politique, on disait, le programme social de l'UMP disait il faut que les revenus de l'assistanat ne dépassent pas 75% du revenu médian, mais c'est une blague. Au Royaume-Uni, où ça atteint 75%, évidemment, la question se pose en France, on est à 28%. C'est pas une figure de style, on est au niveau de la Bulgarie. Nous avons la solidarité des Bulgares. Et donc, il faut arrêter de taper sur ceux qui sont dehors en disant « vous avez un peu, c'est déjà beaucoup trop ». Aujourd'hui, la clé de notre société, c'est de restaurer l'esprit de solidarité qui devrait être la nôtre. Jean-Paul Delevoye, ça c'est un vrai sujet dont on va beaucoup parler dans le débat des présidentielles. Est-ce que en France, les gens sont trop assistés ? On en avait déjà parlé lors de l'élection de 2007. Il y avait cette taxe mise en place d'ailleurs du RSA qui avait pour objet de faire passer du bénéficiaire du RMI avec les travailleurs pauvres. Mais c'est un vrai sujet ça. Est-ce qu'on assiste trop les gens en France ? Question tabou. Non, c'est pas du tout une question taboue parce que vous mettiez l'accent sur riches, pauvres, actifs, inactifs. Il y a un élément qui a complètement changé dans la société mondiale. C'est qu'en fin de compte, aujourd'hui, c'est l'émergence de l'individu et de sa liberté individuelle. Et cette mécanique qui traverse toutes les sociétés du monde est en train d'amener très mécaniquement 2 choses, le marché et la démocratie. Mais ça amène aussi quelques analyses politiques tout à fait nouvelles. C'est-à-dire que ça amène paradoxalement une précarité, voire la réversibilité des choix. Je suis libre de choisir, mais au nom de cette liberté, je revendique le choix de les remettre en cause. Ça revendique aussi des éléments de comparaison qui fait qu'on ne supporte plus le développement des inégalités, car étant libre et individu, je veux que ceux qui vivent la même situation soient au même niveau que moi. Et il y a un certain nombre de matériaux extrêmement préoccupants pour les démocraties, c'est le développement de ces inégalités. Troisième élément qui frappe d'ailleurs toute la classe politique européenne, c'est les discours purement comptables. Nul ne peut nier aujourd'hui qu'effectivement il y a un débat sur la dette, sur les dépenses publiques et surtout sur la capacité de financement de la dette. Avec d'ailleurs ce qu'indiquait Jean-Marie tout à l'heure, on ne prend pas suffisamment cela en considération, la division de l'Europe en 2, les pays du Nord qui ont choisi l'industrie, les pays du Sud qui ont choisi les services, et qui fait qu'aujourd'hui, cette fracture pose un vrai problème de risque d'implosion. Le débat dans lequel nous sommes par rapport à ces évolutions et cette dimension comptable fait que l'on a fait disparaître chez nos concitoyens et le sens de l'impôt et le sens de l'aide. C'est-à-dire que dans le débat sur les retraites, tout le débat politique opposition-majorité consistait à dire « je déplace un curseur ou pas, ça ramène X milliards d'euros ». Personne ne mettait en avant cette formidable force de solidarité entre ceux qui travaillent, qui payent la retraite de ceux qui sont en retraite. Même chose pour la Sécu. La Sécu, c'est quelle chance j'ai de financer une politique qui permettra à milliardaires ou clochards d'être soignés par les chirurgiens et d'être pris en charge. Et comme on fait perdre le sens de l'impôt,
ceux qui payent l'impôt estiment qu'ils en payent toujours trop par rapport à leur confort, et ceux qui reçoivent l'aide, eh ben, ils estiment que pour leur survie, ça n'est pas suffisant. Et si nous n'y prenons pas garde, nous sommes en train de mettre en place des conflits d'implosion de la société. Les jeunes disent « je ne vois pas pourquoi je paierais la retraite des anciens et leurs dettes ». Ceux qui payent des impôts disent « j'en ai marre de payer pour ceux qui ne payent pas ». Ceux qui ne payent pas disent « c'est pas normal que les riches, etc. ». Et très naturellement, sous nos yeux, sous forme quelquefois d'une relative perversité du monde politique qui exploite ce genre d'émotion, on est en train de mettre des conflits extrêmement préoccupants, ce qui d'ailleurs est aussi pour l'Europe. En Europe, quand les Grecs, c'était formidable cette solidarité européenne, les Grecs étaient en train de se casser la figure et tout le monde disait qu'ils se débrouillent pour payer eux-mêmes. C'est assez fabuleux. Donc ces réflexes peuvent nous amener aujourd'hui, si nous n'y prenons pas garde, à des réflexes démocratiques avec un vote majoritaire, de repli identitaire, de repli nationaliste, de repli sur le court terme, de ce que j'ai appelé le racisme d'assiette. Je n'ai pas envie qu'on me prenne ce que j'ai, parce que j'estime que ce n'est pas suffisant pour mon confort. Et ces mécaniques-là sont extrêmement redoutables. On peut, sur ces mécaniques-là, gagner des élections, on peut faire perdre un pays. Alors, repli identitaire, il y a un autre vrai sujet du vivre ensemble, c'est bien sûr le vivre ensemble entre Français dits de souche, entre guillemets, Français issus de l'immigration, première, deuxième génération, avec aussi derrière la question des religions, différentes religions. On en a beaucoup débattu dernièrement dans notre pays, et la question de la laïcité au centre. Comment raccorder les liens qui semblent quand même franchement fracturés avec les différents débats qu'on a pu voir, en particulier l'échec du débat sur l'identité nationale dans notre pays ces dernières années? Olivier Ferrand. Il y a, le rôle du politique, c'est d'essayer de faire évoluer les représentations collectives, nos représentations collectives, pour qu'elles collent le mieux possible à la réalité d'aujourd'hui, c'est-à-dire une France où il y a peu ou prou 10 à 12 millions de Français issus de la diversité et qui aujourd'hui n'apparaissent pas, pour un certain nombre d'entre nous, dans notre représentation de l'identité collective. Il y a deux éléments différents. Le premier, c'est la diversité des visages. Le fait que la France, elle n'est plus blanche, comme ici, mais qu'elle est blanche, noire et arabe. C'est la France d'aujourd'hui. C'est simplement la France d'aujourd'hui. Et dans les débats, ce que j'ai souvent, je suis frappé de voir qu'on renvoie ces Français de la diversité à un statut d'immigrés permanent. Je me souviens d'un débat, je vais citer un débat, oui, génération après génération, je vais citer un débat avec Jean-François Kahn, où il m'a sidéré, parce qu'il me disait, oui, je suis d'accord, il faut les intégrer, il faut leur donner le droit de vote aux élections locales. J'ai dit à Jean-François, mais tu te rends compte de ce que tu dis? Ils sont français, ils ne sont pas immigrés, ils sont français depuis 2, 3, 4 générations pour certains, et tu veux leur donner le droit de vote aux immigrés, aux élections locales. Voilà. On a un problème de représentation. La diversité des visages est en train d'évoluer positivement. Je crois que ça a vraiment démarré. Elle atteint les médias, par exemple, avec le symbole Harry Roselmack depuis déjà de nombreuses années, mais ça se développe. C'est en train d'arriver en politique, ça monte. Vous avez ici Najat Belkacem ou Farida Boudaoud pour le Parti socialiste, et ça monte, c'est en train d'arriver. Je pense que la France va rattraper son retard de représentation. Le deuxième élément, en revanche, on a un vrai problème d'acceptation de la représentation, c'est plus la diversité des visages, mais c'est la diversité des messages que ces visages portent en eux, des cultures que ces visages portent en eux. Il ne s'agit pas de dire que la France doit être multiculturaliste, c'est une aberration de dire ça. La République est une et indivisible, et l'identité nationale est une, mais cette identité nationale française, elle est en mouvement. Ça n'est plus l'identité nationale, je vais la faire caricaturale, judéo-chrétienne ou d'avant. Évidemment, c'est le socle collectif, mais elle doit s'enrichir, elle sait enrichir, elle est en train de s'enrichir des apports culturels des Français issus de l'immigration plus ou moins récente. Et évidemment, au cœur de cet apport culturel, le point le plus névralgique, c'est la question de l'islam et sa relation à la laïcité. Alors cet apport culturel, pourquoi effectivement on a l'impression qu'il est souvent vu comme quelque chose de négatif, qu'on n'arrive pas à le positiver, et pourquoi on n'arrive pas dans ce pays à avoir un débat? Il y a eu ce fameux débat sur l'identité nationale. Pourquoi ça ne marche pas, Jean-Marie Cavada? J'ai 3 choses à vous dire dans ce domaine qui sont encore une fois le fruit des observations. D'abord, remettons l'église au milieu du village et le minaret au milieu de l'école.
La France est un pays qui a fait une faute énorme. Quand elle a eu besoin des bras immigrés pour construire son industrie, reconstituer sa richesse, elle n'a pas pensé ou elle n'a pas voulu organiser le fait que ces gens, quand ils cesseraient de travailler, sortir des chaînes de travail, du ciment, du béton ou des caniveaux qu'on leur faisait creuser, ils vivaient. Et que donc il fallait bien qu'il y ait une communauté qui s'organise. Et on a laissé ce communautarisme, je dirais, à l'état embryonnaire, dans les années, milieu des années 60, dériver petit à petit. C'est la première chose. Il faut réparer cette faute. Il faut réparer. Quand on voit l'attitude de l'État vis-à-vis des harkis, je vois près de l'Assemblée nationale depuis presque 15 ans, Jean-Paul, tu le sais, tu l'as vu, vous l'avez vu, Olivier, c'est un pur scandale. Des Français de 70, 75, 80 ans burinés, de magnifiques Kabyles qui ont la gueule de leur courage, c'est-à-dire qui ont tout donné à ce pays et qui, aujourd'hui encore, ne trouvent pas de place dans la société. La question harki n'est pas traitée. On a bien absous un certain nombre de collaborateurs français de pure souche, comme vous le disiez tout à l'heure. On pourrait tout de même sanctifier un petit peu mieux des Français qui avaient choisi la France, bien qu'ils habitent un territoire du sud de la Méditerranée à l'époque. On a besoin de symboles forts, quoi. C'est une question, je trouve, de discrimination patriotique, avec tout ce que ça comporte, insupportable. Mais ça montre la rigidité de l'État, ça. La deuxième chose qui me frappe beaucoup, encore une fois, même chose, c'est vraiment le côté extrêmement archaïque et en tout cas peu empressé de l'autorité politique d'un certain nombre successif, et j'en mets beaucoup dans le même pot, hein. Droite et gauche ont fait les mêmes erreurs, sur le droit de vote auquel vous faisiez allusion, Olivier. Mais enfin, je veux bien que des gens s'étaient caractérisés par un côté lambin tout à fait désagréable, avec les femmes qui n'ont eu le droit de vote qu'en 1945 et l'accès au chéquier à je ne sais plus quelle année. Mais ça suffit quand même. Les gens venant du sud de la Méditerranée ou de l'Afrique, qui est aussi au sud de la Méditerranée, depuis 3 générations, nés à Clichy, nés à Orléans, nés à Lyon, et qui n'ont toujours pas le droit de vote, mais l'État devrait être devant les tribunaux internationaux pour cette affaire. Apprendre à vivre aux structures qui dirigent, c'est tout à fait insupportable. D'ailleurs, de quel droit ? Trouvez-moi une raison pour laquelle on a fait cette chose. On a eu raison de faire cette chose. Donc il faut rétablir ce que j'appelle, moi, les centres vraiment de respect des communautés à leur place. Et puis il y a un troisième point, qui a été largement décrit pour des causes économiques dans les 2 ou 3 interventions d'Olivier tout à l'heure. Moi, il me semble que le socle de l'éducation a laissé dériver cette chose qui déjà n'était pas à sa place. C'est-à-dire que la discrimination éducative est beaucoup plus forte. Moi, je suis quelqu'un dont la famille a été tuée pendant la guerre. Donc j'ai été élevé par l'assistance publique. Et pas n'importe où, en plus, dans une ferme pouilleuse, je n'ai vu ma première pièce de monnaie qu'à l'âge de 10 ans et ma première orange à l'âge de 12 ans. Comme je l'admirais, d'ailleurs, je l'ai laissée sur une étagère, elle a pourri, je ne l'ai jamais mangée. Mais la République a su me mettre au milieu du village, parce que les différents échelons de l'instituteur, l'inspecteur d'académie, de la santé scolaire, j'avais une tuberculose comme gamin, je ne tenais pas ma tête à l'âge de 3 ans parce que la malnutrition, comment dirais-je, des vitamines et du calcium, la guerre, il n'y en avait pas. Mais la République a su faire ça. Je n'avais pas un radis pour payer des études, je travaillais un peu, mais elle m'a payé un socle. Elle a su faire. Elle ne le fait plus. Alors pourquoi ? C'est un pays où la richesse est très mal répartie. Il faut quand même dire ces choses. Une réforme fiscale profonde s'impose, profonde, et un certain nombre de choses de cette nature. Je veux dire qu'il y a là quand même une sorte de, je ne dirais pas de racisme, parce que par ailleurs, individuellement, les gens s'entendent bien avec les autres, mais il y a une sorte de méconnaissance collective, comme si ces gendres, parce qu'ils s'appellent Ahmed, Karim ou je ne sais comment, n'étaient pas les bienvenus dans la famille intellectuelle ou dans la famille sociale, alors qu'ils ont été tellement les bienvenus dans la famille des bras du travail. Jean-Paul Delevoye, j'aimerais qu'on creuse quand même cette question de la laïcité, qui a été aussi un sujet dans le débat présidentiel de 2007. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy avait fait des propositions sur le sujet. Il faut, semble-t-il, apparemment, certains prônent une réinvention de cette laïcité. Comment la réinventer ? Je suis très intéressé par la question que vous avez posée parce que je me souviens totalement d'une réunion qu'ici, avec Raymond Barre, nous avions organisée à l'Association des maires de France, où nous avions réuni les maires des 10 plus grandes villes du monde. Et je me souviens tout à fait, le maire de Los Angeles à l'époque, je leur posais la question, quel est le problème politique numéro 1 ? Et il me disait, c'est pas l'immigration, c'est l'assimilation.
Et le maire de Los Angeles disait « Nous venons de quitter une société américaine de melting pot, où chacun se mélangeait, à une société américaine de salad bowl, c'est-à-dire chaque communauté cohabite, mais il n'y a plus d'échange. » Le deuxième sujet, pendant qu'un parti politique se débattait sur la laïcité, nous avions réuni, nous, au Conseil économique, social et environnemental, tous les représentants des religions et de la franc-maçonnerie, et pendant une demi-journée, on a débattu de façon totalement dépassionnée sur ce thème de la laïcité. Troisième élément, c'est le problème politique probablement le plus compliqué, le plus difficile, qui va être posé à l'ensemble des pays européens. L'Europe a besoin, pour équilibrer sa population active d'ici 2050, de 50 millions de populations étrangères. Et vous avez bien vu ce qui s'est passé en Allemagne, en Angleterre, en Hollande. Aucun pays n'est capable de façon apaisée à poser le problème de l'immigration, de l'assimilation, de la diversité culturelle, du multiculturalisme, du communautarisme, de l'identité. Et ça pose tout le débat de l'identité de la France, pas de l'identité des Français. J'étais tout à fait choqué par ce débat. Mais sur l'identité de la France, c'est important. Pourquoi ? Parce que quand vous avez une identité faible, vous vous construisez dans le conflit avec l'autre. Quand vous avez une identité forte, vous pouvez accepter la diversité de l'autre. Dernier point, le XXIe siècle, c'est le siècle de la mobilité, de la diversité, et donc c'est le siècle de la rencontre avec l'autre. Et si nous ne préparons pas sur le socle de l'éducation l'éveil à l'humanité, l'éveil au sens de la vie, qui est au cœur de toutes les religions, y compris laïques, nous avons aujourd'hui toute une série de jeunes générations qui, devant les musées, ne comprennent pas et la signification symbolique de la mythologie et la signification des peintures religieuses, non pas dans un phénomène de sectorisation, mais dans un phénomène de compréhension de la philosophie de l'autre. Et je termine sur le fait qu'aujourd'hui, je suis extrêmement intéressé par tout parcours philosophique ou spirituel que la laïcité permet de choisir. Je suis extrêmement préoccupé de voir que les religions, qui sont l'émanation même de la tolérance avec l'autre, vont jusqu'au bout de leurs excès et cultivent le rejet de l'autre par les intégrismes. Et un des dangers de toutes les religions, c'est l'intégrisme catholique, c'est l'intégrisme juif, c'est l'intégrisme musulman. Et donc, la réponse à l'intégrisme, c'est le dialogue intergénérationnel, c'est le dialogue interreligieux dans des espaces neutres, indépendants, permettant de construire des convictions. Et ça, c'est une de mes grandes interrogations. Nous ne sommes plus aujourd'hui dans des sociétés de conviction, nous sommes dans des sociétés d'émotion. Et à l'évidence, un des socles éducatifs, c'est de reprendre cette phrase de Montaigne, c'est pas de remplir les cerveaux, c'est d'éveiller les consciences. C'est probablement un de nos défis les plus urgents à relever. Eh bien, ce sera notre mot de la fin. On aimerait encore en débattre pendant des heures. Merci à vous trois. Jean-Paul Delvoye, président du Conseil économique, social et environnemental. Jean-Marie Cavada, je rappelle que vous êtes député européen du Nouveau Centre. Et Olivier Ferrand, président du think tank Terra Nova. Un immense merci à Denis Lafay, directeur du magazine Acteurs de l'économie, à toute son équipe qui a organisé ce débat dont RCF est partenaire, à l'occasion, je le rappelle, de la sortie d'un livre intitulé Tout un programme. Merci aussi, bien sûr, à l'université Claude Bernard Lyon 1 qui nous accueillait aujourd'hui. Merci enfin à Pascal Gauthier qui était à la technique. Et un dernier mot pour vous dire que vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur www.rcf.fr. Un micro est disponible pour circuler et échanger. Alors, monsieur le président du Conseil économique, monsieur Bruno Aldès, juste une chose, pour la facilité de nos échanges, je souhaiterais que vos interventions ne soient pas des commentaires, mais des questions et synthétiques, si possible. Monsieur Bruno Lacroix, président du Conseil économique, social et régional. Trois remarques, une question. Une remarque concernant le problème du dialogue social qui a été abordé avec la différence entre la France et l'Allemagne. Nous sommes dans deux cultures dramatiquement différentes, sur le plan et politique et syndical. Et ayant une expérience de la négociation, y compris au niveau national, quand on a affaire à une des plus grandes centrales qui ne veut signer aucun accord, voire qui laisse des minorités casser l'outil de travail, je parle des ports français, ça pose quelques questions. Deux, quand on parle des minimums sociaux et qu'on semble mettre sur un pied d'égalité le retraité, le jeune
où la personne en âge de travail, je ne peux pas l'accepter. C'est impossible de mettre sur un pied d'égalité les trois populations comme ceci a été fait. Comme je ne peux pas accepter qu'on mette 75% des contrats courts en les fustigeant, si je prends une entreprise de 100 personnes avec 5% de turnover, je vais signer 5 contrats CDI par an. Et si j'ai 5% de la population complémentaire en contrat court, je vais avoir 20 contrats de CDD par an. Voilà, monsieur, comment on arrive à détourner. C'est de la manipulation, je ne peux pas l'accepter. Une question... Et le premier point, pourquoi vous ne pourriez pas l'accepter, les inégalités entre générations? Parce qu'il n'est pas question de verser un montant équivalent à un jeune à celui d'un retraité à 750 €. Et vous sembliez le mettre sur un pied d'égalité. Question à monsieur Cavada. Entreprendre la réforme, mais pourquoi? Ok. Schröder l'a fait, oui. Pardon, excusez-moi, pourquoi? De développer, c'est intéressant. Je ne vois pas parce qu'un retraité a cotisé au cours de son existence pour pouvoir bénéficier d'une retraite, et à partir de là, il a un droit particulier supplémentaire par rapport aux autres. C'est simple. Non, il n'a pas cotisé celui-là, justement. Ça, il est au minimum vieillesse, ça fait partie de la solidarité nationale. C'est ceux qui n'ont pas cotisé. Il a quand même cotisé une partie de son existence. Non, ça, c'est le minimum vieillesse, c'est pour ceux qui n'ont pas cotisé. Monsieur Cavada, entreprendre la réforme, vous avez cité Schröder, tout à fait d'accord. Est-ce que les partis politiques français sont prêts à accepter les réformes que M. Schröder a mis en place en Allemagne? Alors, on va peut-être commencer par Olivier Ferrand, quand même, qui a été interpellé sur les deux premiers points. Oui, ce que vous dites est intéressant. Vous voyez, ce que vous dites est tout à fait symptomatique de ce qu'on entend beaucoup. Hein. Les inégalités générationnelles sont considérées comme normales dans notre société. Les jeunes n'ont pas les mêmes droits que les autres parce qu'ils sont jeunes et donc, de votre temps, les jeunes travaillaient et de nôtre, ce sont des fainéants. À la fois, on peut se dire qu'une personne de plus de 60 ans n'a pas les forces qu'a un jeune et donc a besoin d'être plus aidé. Mais c'est pas un problème. Enfin, je sais pas moins se mobiliser qu'un jeune. La capacité à vivre, puisque là on parle du minimum vieillesse, donc des gens qui n'ont rien. Hein, c'est le filet de sécurité minimum quand vous n'avez rien, quand vous n'avez pas cotisé. Que vous soyez jeune, adulte ou senior, c'est ce que la société vous donne quand vous n'avez rien d'autre, que vous n'avez cotisé à rien et que vous êtes en situation de grande difficulté. Je vois pas pourquoi un jeune actif, en dehors de la solidarité familiale, aurait moins de valeur et se nourrirait moins, aurait moins de vêtements, aurait un toit moins important que n'importe quel autre Français, quel que soit son âge. Ce que vous dites est intéressant. Il est pas isolé. Hein, c'est vraiment quelque chose qui est très répandu. Les inégalités générationnelles sont normales. Sachant que ces inégalités ne sont pas des inégalités liées à l'âge. Parce qu'il faut bien qu'on se rende compte de ça. Parce qu'on entend... c'est vrai à droite comme à gauche. Hein, je veux dire, à gauche, on me dit c'est bien gentil avec les inégalités générationnelles, mais il y a des jeunes traders. Donc il n'y a aucune raison d'aider les jeunes. Le sujet, ce n'est pas les jeunes. Le sujet, c'est le niveau de vie. Mais la réalité, c'est que les jeunes, ils sont très peu traders. Et beaucoup aujourd'hui, hein, vous avez aujourd'hui 22% des jeunes qui vivent sous le seuil de pauvreté, alors que pour les retraités, vous avez simplement 7% des retraités qui vivent sous le seuil de pauvreté. Donc vous avez 3 fois plus de jeunes qui vivent sous le seuil de pauvreté que de retraités. Ce qui ne veut pas dire que c'est bien pour les retraités. C'est juste que la figure du pauvre, il y a 30 ans, la figure générationnelle du pauvre, il y a 30 ans, c'était le retraité. Parce que le système de retraite était en cours de construction, qu'on sortait de la guerre, qui avait éliminé toutes les solidarités, et notamment les solidarités de retraite privées, hein, parce que c'était les entreprises entre les deux guerres qui couvraient les retraites. Donc, il y a 30 ans, le pauvre dans la société, en termes générationnels, c'était le retraité. Aujourd'hui, le pauvre dans la société, c'est le jeune. Voilà. Cette réalité-là n'est pas admise. Est-ce qu'on peut discuter, Olivier? Oui. Parce que moi, j'ai une interrogation en réalité là-dessus. On s'aperçoit que nous sommes dans des pays qui créons de plus en plus de richesses, et la vraie question, c'est la répartition de richesses. Est-ce qu'on est capable d'offrir un parcours d'autonomie à chacun de nos concitoyens? Nos jeunes sont aujourd'hui plus demandeurs d'autonomie, plus tôt, par rapport à les protections familiales qui existaient, et ça fait partie de la société. Et aujourd'hui, on a un certain nombre de défis. Comment
On accompagne les personnes dans leur parcours de vie qui sont de plus en plus fracturés. Donc on a un vrai problème de femmes seules, on a un vrai problème de jeunes par rapport au travail, on a un vrai problème de chômage. Et notre système, il joue la linéarité, il ne joue pas l'accompagnement des fractures. Tout à fait vrai. Deuxième élément, j'ai une interrogation profonde. L'économie marchande vers laquelle nous sommes est en train de mettre en place des barrières qui vont exclure toute une série de gens qui ne seront jamais capables d'intégrer cette économie marchande pour des tas de raisons. Mais en même temps, lorsqu'on essaie de mettre en place des schémas d'économie sociale et solidaire, la première résistance vient de l'économie marchande. Donc on a dans des mécaniques de paradoxe schizophrénique qui fait que paradoxalement, on dit qu'il faut être généreux, mais quand on fait appel à la générosité, pas question, parce que ça met en concurrence un système que l'on a envie de protéger. Puis dernier point, ça pose la vraie question de la répartition et de la redistribution des richesses. Est-ce qu'aujourd'hui, on est encore dans un pays de redistribution? La réponse est non. On est dans un impôt sur le revenu qui est complètement mité de partout. Jusqu'où faut-il, alors il y a des questions politiques compliquées, jusqu'où faut-il pousser la solidarité publique qui fait reculer la solidarité privée? Moi, je vois toute une série de jeunes à 18 ans qu'on vire de chez soi parce qu'ils ne rapportent plus d'alloc. Et je vois des vieux qu'on laisse dans les maisons de retraite parce qu'on n'a pas envie de payer. J'ai jamais vu autant de médiateurs, autant de conflits familiaux sur des... Bon, j'ai un vrai débat. Et j'ai des vraies interrogations là-dessus. Et je me dis, là, on est devant un vrai problème. Jusqu'où doit-on pousser, Olivier? Moi, j'ai une vraie question. Je crois beaucoup à la responsabilisation individuelle. Jusqu'où doit-on pousser la gratuité, qui est un phénomène de déresponsabilisation? Et là aussi, avec une hypocrisie politique. Parce que droite et gauche, les politiques, ils achetaient la gratuité pensant obtenir des électeurs. Et aujourd'hui, la gratuité, on s'aperçoit que on jette les enfants dans les bras des profs en disant « t'es payé pour ça, tu te débrouilles ». Et je ne suis pas sûr qu'on n'ait pas à réfléchir aujourd'hui sur quelles sont les mécaniques publiques que l'on devrait mettre en place pour responsabiliser chacun dans une vie collective. Différent, la responsabilité et la gratuité. Oui, et je vais revenir comme question générationnelle. Oui, je suis d'accord avec Jean-Paul. Terra Nova a proposé, dans cet esprit-là, de tripler les droits d'inscription aux universités. Pour la notion du coût. Pour la notion du coût, et puis justement parce que l'enseignement supérieur n'est pas gratuit. Il est payant, on le paie tous à travers nos impôts. Et pour pouvoir matérialiser ça, on a franchi un tabou chez la gauche, qui est de dire il faut qu'un minimum... 3 fois, c'est pas grand-chose. On passe pas grand-chose. On passe à 1 000 €, non pas au niveau anglais ou américain, mais simplement au niveau belge, qui consiste à dire voilà, ça a une valeur. Et donc, quand vous vous engagez dans une année universitaire, il faut rendre compte que la société a un coût. Et donc, il faut que vous vous engagiez aussi. C'est pas gratuit. Donc, ça nécessite de votre part un investissement. Mais cela étant, pour revenir à la question générationnelle, je pense qu'elle est très importante parce qu'elle va nous exploser à la figure l'an prochain. Pas dans 10 ans, l'an prochain. Quand la crise va s'approfondir, on aura le phénomène des indignés en France qui va décoller et qui, à mon sens, va être beaucoup plus violent que ce qu'on peut voir dans le reste de l'Europe. La question générationnelle, ce n'est pas une question d'âge. C'est pas vous êtes jeune, c'est vrai que c'est plus dur aujourd'hui d'être jeune que dans le passé, mais ça va vous passer. Un jour, vous serez adulte et vous bénéficierez de tous les avantages des adultes. De cette protection des états-providence et du système des adultes. Ça n'est pas vrai. C'est une question de génération. Notre génération a assassiné ses enfants. Et nous allons léguer une société qui sera considérablement dégradée au plan social, au plan économique, au plan environnemental à nos enfants. Et donc nos enfants n'atteindront jamais notre âge adulte. Ils n'auront jamais vos droits de retraite, ni les miens. Ils payent pour notre retraite, pour la vôtre, mais eux auront une retraite totalement dégradée. Donc c'est la double peine. Quand on a négocié la réforme des retraites l'an dernier, tout le monde a payé les retraites, a bouclé le système financier, sauf les retraités eux-mêmes. Mais quels retraités? Les retraités de cette génération, pas de la génération prochaine. La génération prochaine, c'est les actifs d'aujourd'hui qui verront leur retraite dégradée et qui payent plus pour soutenir le pouvoir d'achat des retraités d'aujourd'hui. Donc il y a un vrai problème de génération et pas d'âge. Ça ne veut pas dire qu'il faut monter les uns contre les autres. D'ailleurs, la solidarité intergénérationnelle privée n'a jamais été aussi forte. Vous avez aujourd'hui 80 milliards d'euros. Vous imaginez? C'est un chiffre, désolé, je peux me parler des heures, mais aujourd'hui, les retraites publiques...
Les retraites publiques, c'est 265. Je finis là-dessus. Les retraites publiques, c'est 265 milliards d'euros. Donc 265 milliards d'euros qui viennent des actifs et qui vont vers les retraités. Il y en a 80 milliards qui redescendent, hors droit de succession, juste du don manuel, qui redescendent des retraités vers leurs enfants et leurs petits-enfants. Mais ça manifeste quoi? Ça manifeste que le système est gravement déconnant. C'est-à-dire qu'on a tellement paupérisé les actifs que c'est aux grands-parents de payer à la fois pour le niveau de vie de leurs enfants et puis pour les études des petits-enfants. On est arrivé à une réalité absurde et évidemment qui gêne l'autonomie même des enfants. On parlait avec François Chérec, qui me disait, mais dans l'entreprise, on se retrouve avec des situations absurdes où des travailleurs nous disent qu'ils sont obligés de demander de l'argent à leurs parents pour pouvoir faire vivre la famille, alors qu'ils travaillent. Donc voilà. Jean-Marie Cavada. Moi, je veux répondre assez rapidement, si c'est possible. Enfin, répondre n'est d'ailleurs pas la formule qui s'impose, mais réfléchir avec vous très rapidement sur les relations sociales. Alors, vous avez décrit des faits qui sont réels. Il y a dans ce pays, d'une tradition militante devenue essentiellement du PC en son temps et maintenant largement relayée par l'extrême gauche. Je ne prends pas d'ailleurs l'extrême droite pour innocente dans cette affaire non plus, mais c'est moins visible, mais elle s'y met. Donc il faut que nous soyons vigilants sur cette affaire. Il y a une tradition, je dirais, de prise d'otage des outils, des gens, et quand on regarde les ports auxquels vous faisiez allusion, c'est tout à fait une évidence. Mais, monsieur, il y a entre ces extrêmes maintenant un panel syndical qui a montré maintenant depuis de longues années, ça commence avec Jacques Delors, ça s'est beaucoup amplifié ensuite, Jacques Delors de chez Chaban, donc de 1969, qui est entré dans les voies et procédures de la négociation. Pourquoi ça ne marche pas? Ça, c'est intéressant, le pourquoi. Ça ne marche pas parce que à chaque fois que quelque chose d'important est entrepris en termes de négociation, et je parle un peu sous les oreilles de Jean-Paul, qui a eu souvent à médier, si je puis dire, dans les conflits, c'est parce que chaque fois qu'il y avait un enjeu important qui bloquait, l'État s'est aussitôt substitué, a affiché les partenaires sociaux à la porte de la négociation et à légiférer. Je prends l'État à partir à peu près des années, je vais dire, ça doit se situer aux alentours des années 70, 72, 74. On va dire le mi-temps des années 70, de la décennie 70. L'État s'est substitué systématiquement aux négociateurs sociaux. Le rôle de l'État dans une négociation, et je vais très loin, c'est la même chose pour le temps de travail qui ne regarde pas l'État. Ça regarde les deux partenaires. Alors à l'État, naturellement, ce qui regarde l'État, c'est le cadre pour la non-exploitation, premièrement. C'est quoi la non-exploitation? Plancher-plafond. Et encore. Sur le salaire, plancher, bien sûr. C'est la santé au travail. Pour le reste, ça relève des tribunaux, c'est-à-dire des systèmes de contrôle sociaux. Et l'État s'est substitué à bloquer les partenaires, les a empêchés non seulement d'aboutir à la négociation, parce qu'il avait peur des conséquences politiques, par sa fragilité, je dirais, médiatique et autres, de l'opinion, du sondage, etc. Et d'autre part, petit à petit, il les a amenés à se durcir. C'est quand même spectaculaire de voir dans certains, je dirais certains au singulier, dans certaines parties d'un certain syndicat, il y en a maintenant deux, extrêmement durs dans la négociation, au prix, par exemple, de bloquer ou de casser l'outil. C'est très intéressant de voir que même là, si je prends la CGT, elle est négociatrice maintenant, elle est bloquée elle-même. Pourquoi? Parce qu'on lui a retiré les pouvoirs de négociation. Je suis partisan, monsieur, du syndicalisme obligatoire avec la feuille de paye. Parce que comme ça, ils vont se dépolitiser à toute vitesse, comme c'est le cas d'ailleurs dans la plupart des pays où ça a été en fonction. Il faut tuer les états-majors récalcitrants pour les obliger à travailler avec la demande de la base syndicale. Deuxièmement, je suis partisan de retirer l'État de ces négociations. Il doit sanctifier la légalité d'un accord. Le reste ne le regarde pas. J'ai donné l'exemple tout à l'heure d'une réforme qu'il a voulu et qu'il a été incapable de s'appliquer à lui-même. Si ce n'est pas profondément immoral, ça, alors vraiment, c'est incroyable. Je suis d'ailleurs, moi, en ce qui me concerne, je veux plus loin. La durée du travail ne le regarde pas, sauf dans le cadre de l'exploitation. Je vous donne un exemple. La durée du travail fixée autoritairement à 35 heures. Moi, je suis partisan de 35 heures, mais pas autoritaire. Pour ceux qui, dans un contrat global mensuel ou annuel,
veulent sacrifier un certain nombre d'heures parce que le travail est formidable, libérateur et tout ce qu'on veut, mais il y a aussi d'autres intérêts parfois. Eh bien, je suis même prêt à ce qu'on paye 35 heures, 36, certainement pas 39. C'est ridicule. Et puis maintenant, de toute façon, on n'en est plus là. Mais tous ceux qui l'ont d'ailleurs politiquement condamné à bras raccourcis, on rêve, ils n'y ont pas touché, ils ont essayé de l'assouplir, alors c'est vrai, on l'a assoupli. Ça a d'ailleurs été assez bien parce que ça a amélioré le pouvoir d'achat. Mais il y avait autre chose à faire pour améliorer le pouvoir d'achat. C'est la TVA sociale, c'est-à-dire sortir du travail le poids de la protection sociale, le mettre sur la consommation, évidemment. Il n'y a même pas de débat pour les gens à peu près informés, et sinon pour les gens intelligents. Et donc on voit bien que dans la négociation branche par branche de la durée du travail, 35 heures dans le tourisme, ça donne quoi ? 35 heures toutes les semaines en été à Paris où il y a 60 millions de touristes, dont 40 à 45 millions sont à Paris et n'en bougeront pas. Pendant ce temps-là, 35 heures aussi à Val d'Isère, où il n'y a pas beaucoup de monde en été, il y a un petit peu de tourisme d'été, mais enfin les 35 heures sont encore excessives. Près de chez vous, vous le savez ça. Hein. Mais l'hiver, c'est l'inverse. 35 heures, ça ne suffit pas dans le tourisme de la montagne. Mais à Paris, il n'y a plus de touristes, ou très peu. Vous voyez, c'est absurde ce système. C'est vraiment le rôle de l'État, c'est de protéger la fonction de la République dans le droit du travail, c'est pas de faire le droit du travail. Même chose, est-ce que vous trouvez, j'en termine, est-ce que vous trouvez que ça regarde l'État, la retraite à 65 ans, 63 ans, au nom de quoi? Dites-moi au nom de quoi l'État a la moindre légitimité dans cette affaire? Ça regarde l'employeur, ça regarde l'employé. Naturellement, l'employé, ou l'employeur dans certains cas, doivent avoir un recours à la lecture d'un droit du travail qui est encore une fois un cadre, mais c'est d'une absurdité insensée cette arrogance technocratique et jacobine, puisque la personne qui a 63 ans, 64 ans, 65 ans a envie de continuer à travailler, et pour qui l'entrepreneur dit « je voudrais vous garder », elle offre le double bénéfice de gagner elle-même son salaire, de cotiser dans les caisses et de ne pas piquer, le triple bénéfice, et de ne pas piquer, si je puis dire, dans les caisses de retraite. Eh bien non, on a été incapable de mettre ça parce que des gens tout à fait désinformés, tout à fait arrogants, c'est bien ça je dis, arrogants, ont construit un droit qui est tout à fait irréaliste. La protection du travailleur, c'est le rôle de l'État. Le fonctionnement de cette protection, ça ne le regarde pas, et je serais très heureux si un jour quelque chose pouvait instrumenter une mise en procès de ce rôle excessif, car on n'en sortira pas. Et ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que l'État a désocialisé la responsabilité syndicale. Alors, il ne faut pas s'étonner après que ça ne marche pas. Et il est temps de passer dans le monde moderne à une autre forme. Encore une fois, je peux vous tourner votre regard vers l'Allemagne. Je sais que sa culture est différente, mais monsieur, est-ce que vous croyez que si les Américains ont réussi, c'était d'ailleurs un syndicaliste qui a imposé en Allemagne le système des Länder et le système de la négociation tel qu'elle est. C'était M. George Meany, qui était un peu membre de la CIA par ailleurs, mais enfin, qui a été envoyé par le président américain pour faire le dessin en Allemagne et pour faire le schéma des négociations sociales. Ce n'était pas la culture de l'Allemagne. Il y avait un peu de culture sociale mutualiste de Bismarck, mais ça n'a pas grand-chose à voir. Ils ont su le faire. J'ai confiance dans le peuple de ce pays qui est fatigué d'une surréglementation, et même s'il veut être très protégé, il sait bien maintenant que c'est le seul qui, retroussant ses manches, sauvera le pays. Alors il faut lui donner de la liberté, de l'oxygène, de la responsabilité. Jean-Paul Delevoye, vous souhaitiez réagir, puis ensuite on prend une autre question. Non, moi j'avais simplement, par rapport à la question que vous posiez, effectivement, toutes celles et ceux qui se sont astreints à signer un accord ont été sanctionnés, les syndicats. Et les syndicats qui ont été récompensés ont ceux qui se sont opposés. Et donc, l'on voit bien que sur le plan syndical et patronal, on a aujourd'hui un déséquilibre. Il y a une loi sur la représentativité syndicale, il faudra qu'on en fasse l'évaluation. Est-ce que les syndicats sont obligés aujourd'hui de rentrer en élection? Est-ce que ça va les responsabiliser ou est-ce qu'au contraire, on va aller dans l'aspect un peu de la séduction électoraliste avec tout ce que ceci engendre? Paradoxalement, on a fait une loi sur la représentativité syndicale, on ne l'a pas fait sur la représentativité patronale. Donc, quelle est la nature de représentativité des acteurs qui négocient? Et puis, un deuxième facteur qu'on n'a pas du tout intégré dans notre culture française, c'est la notion du temps. Le rythme de la décision politique est en opposition avec le temps de la négociation. Quand vous regardez dans les pays nordiques,
des réformes qui sont aujourd'hui stabilisées ont pris 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans de négociations pour pouvoir... Et donc on est dans un paradoxe où la population sait que la durabilité des solutions passera par la durabilité des négociations, par une certaine durée de négociation et de dialogue. Et aujourd'hui, on n'intègre pas dans les décideurs politiques, quels qu'ils soient, la notion de la durée nécessaire pour la maturation d'un sujet. Et on n'accepte pas la force des acteurs pour éviter un partage de pouvoir. Et je crois qu'il y a 2 évolutions fondamentales de nos démocraties. Ça va être le partage d'un pouvoir de celles et ceux qui devront préserver l'intérêt général, c'est le rôle de l'État, et d'essayer d'avoir un destin de communauté partagée qui fait que si le syndicat considère que l'intérêt des salariés, ce n'est pas forcément celui des entreprises, et que l'entreprise dira que l'intérêt de l'entreprise, ce n'est pas celui des salariés, on a tout faux. Parce que je crois qu'on va rentrer dans une société de bien-être. Et c'est un élément extrêmement intéressant dont je suis persuadé que la performance économique ne passera que par le bien-être de celles et ceux qui y participent. Et je crois que ce sont des sujets culturels sur lesquels nous devrions réfléchir, cette notion du temps, cette notion de la force des acteurs dans la négociation et cette notion du tripartisme qui est à l'opposé même de la gestion du pouvoir, notamment à la culture française. Une autre question. Oui, je voudrais revenir sur ce que disait Olivier Ferrand et sur la question des minimums sociaux. J'attendais impatiemment que vous nous disiez quelle était votre proposition, parce que vous avez commencé par dire oui, c'est injuste, c'est inégal selon les âges. Et donc je comprends un peu l'intervention de la personne âgée au premier rang. Mais vous avez pas dit Lacroix, le président du Conseil économique et social, Rhône-Alpin. Vous me diriez ça, monsieur, moi je vous sauterais à la gorge. Hein. Je suis expérimenté et pas plus âgé que vous. C'est le conflit intergénérationnel qui commence. Voilà. Oui, mais c'était pas irrespectueux. On vous écoute, monsieur, posez votre question. Alors, donc c'est la question du niveau. Est-ce qu'on met tout le monde à 100 €? Comme ça, c'est juste? Ah oui. Bon, je continue. Ouais, je finis juste que... du coup, ça rejoint la question aussi de l'idée assez souvent méprisée du revenu d'existence, plus ou moins conditionnel. Donc, est-ce qu'on met tout le monde au même niveau et à combien? Je pense que le premier principe... le principe d'égalité doit s'appliquer aussi, contrairement à ce que pense monsieur, aux générations. Et donc, il n'y a aucune raison qu'il y ait des différences entre les générations. De nouveau, c'est une exception. Le fait que, quand vous serez primo-demandeur d'emploi, quand vous chercherez votre premier emploi, si vous n'avez pas votre famille derrière vous, ce qui arrive à un certain nombre de jeunes Français, ben vous êtes clodo, puisque vous avez 0 droit, 0, donc vous êtes SDF, cette réalité-là, elle est inadmissible, elle est invraisemblable et elle est unique. Unique. C'est une spécificité française unique. Elle est dangereuse. Et elle est extrêmement dangereuse, évidemment. Donc, la première chose, c'est égalité. Après, le niveau, ça dépend du niveau, 1, de richesse du pays, qui n'est pas... qui est plutôt déclinant, et 2, du niveau de solidarité que les actifs veulent accorder aux inactifs. Et ce que j'ai essayé de dire, c'est que contrairement à une légende tenace sur la France, un mythe français, la solidarité française est extrêmement réduite. La solidarité publique française. L'État-providence se charge de protéger ceux qui sont dedans. Si vous avez un travail toute votre vie en CDI, vous aurez une bonne retraite. Si vous avez un travail, si vous êtes précaire, si vous avez un travail fragmenté, vous n'aurez pas de retraite, ou une très mauvaise retraite. Si vous avez cotisé, si vous avez des revenus élevés, vous cotisez de manière élevée, et vous aurez une indemnité chômage si vous avez un problème un jour, élevée. Si vous avez un salaire et que vous cotisez, vous aurez une assurance maladie élevée. En revanche, il a fallu attendre 1997 pour avoir la CMU, c'est-à-dire que ceux qui n'avaient pas d'emploi avaient des difficultés, un certain nombre d'entre eux, la difficulté à obtenir la protection, le traitement de leur maladie. Donc on a un système dual
qui est en réalité une assurance. En réalité, contrairement à ce qu'on dit, on ne cotise pas pour les autres, on cotise pour soi-même. C'est une assurance qui est publique. Dans d'autres pays, elle est privée, mais elle marche pareil. On s'assure nous-mêmes. Les droits à la retraite, les actifs payent en trésorerie la retraite de monsieur, mais en réalité, pas la retraite. Les retraités, en réalité, les droits à la retraite, c'est les droits que vous cotisez pour vous-même, pas ceux du voisin. C'est vos droits que vous accumulez à travers vos salaires et vos cotisations. Et pourtant, bien sûr que si, c'est la réalité, monsieur. C'est évidemment la réalité. Ah bon, vous travaillez pour vous donner un exemple, parce que les retraites servies par la sécurité sociale aujourd'hui, les retraites, pas publiques, mais les retraites de la sécurité sociale, atteignent jusqu'à 20 000 euros par mois. Quand vous prenez la CNAV, donc plus la GIRC, pour les cadres, ça monte jusqu'à 20 000 euros par mois. Évidemment, c'est très exceptionnel, c'est ceux qui ont eu des salaires très très élevés toute leur vie, de salariés, mais voilà, ça monte jusqu'à 20 000 euros par mois, parce que à revenus élevés, cotisations élevées, et donc retraite élevée. Mais la solidarité n'est pas en cause. Là, vous avez cotisé pour vous-même, comme vous auriez pu avoir une assurance privée, que vous auriez cotisé à la fin de votre vie, vous auriez eu le même type de droits acquis au fil du temps. Olivier Ferrand, on va peut-être, parce que le temps court, on va prendre une dernière question. Oui, non, c'est juste deux remarques. La première, je suis actif, je suis un citoyen de la classe moyenne insider. Jusqu'à l'âge de ma retraite, et après, je serai outsider. Parce que c'est ça le problème. Donc, je crois qu'il ne faut pas laisser dire que moi, en ce moment, je cotise pour ma propre retraite. Je cotise depuis 35 ou 37 ans, puisque quand on est médecin, on commence à cotiser tard. Je cotise pour ceux qui sont actuellement inactifs, donc qui ont leur retraite. Donc effectivement, ce sont mes enfants, nos enfants qui vont rentrer dans le monde du travail, qui vont cotiser pour ceux qui vont en sortir. Je crois que c'est ça, il faut le redire, parce que ça, c'est fondamental sur le principe de la solidarité intergénérationnelle. C'est un point incontournable. Deuxième chose, on a parlé de modèles allemands, de modèles français, de négociations, etc. Moi, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Jean-Marie Cavada. Lorsqu'il y a des blocages et des négociations qui, au lieu d'impliquer les deux parties contractuelles, que fait l'État? Il discute la représentativité des syndicats. Parce qu'effectivement, en Allemagne, le taux de syndicalisation, ou de syndiqués, si l'on veut, est supérieur à 80%. En France, il est de l'ordre de 8%. Donc ça, c'est le vrai problème. C'est-à-dire qu'un syndicat qui a un taux de cotisants de 8%, quel est son rôle? D'où l'idée d'un syndicat. Est-ce que c'est d'avancer ou est-ce que c'est de bloquer? Eh bien, lorsqu'il est à 80%, il avance. Lorsqu'il est à 8%, il refuse d'avancer. Exactement. C'est très clair, ça. Jean-Paul Delevoye. Ah non, moi j'écoutais un peu avec interrogation aussi Olivier Ferrand, parce que je me souviens justement dans la négociation sur la réforme des retraites qu'il y avait une formidable confusion en France où l'ensemble des forces politiques et syndicales étaient pour la préservation d'un système de répartition qui consistait à dire que ceux qui travaillent payent la retraite de ceux qui sont en retraite et qu'il n'y avait aucune garantie de la préservation de ce que je versais. C'est-à-dire que le système que vous évoquiez, qui consiste à dire « je verse mes cotisations que je récupère », ça c'est un système de capitalisation. Et un des sujets sur lesquels d'ailleurs on pourrait réfléchir au don de l'égalité, et moi j'ai jamais réussi à le faire avancer, c'est qu'on s'aperçoit qu'un des systèmes les plus efficaces de la constitution des retraites, c'est le système des fonctionnaires par la préfond, qui est un système presque de capitalisation,
puisque là, on défiscalise les cotisations des fonctionnaires pour leur permettre d'augmenter de façon considérable. Donc, moi, j'étais assez favorable à un moment donné d'être attentif au fait qu'une des fragilités de nos sociétés modernes, ce sera le développement des inégalités. La France est un pays extrêmement sensible à la notion de l'équité. Mais ce qui est paradoxal, c'est que nous ne sommes pas capables d'aborder de façon très claire ce qui paraît juste et ce qui paraît injuste. Puisque vous êtes médecin, j'ai un vrai débat aussi avec les médecins. Non, mais attendez, oui, voilà. Moi, j'ai des tas de copains médecins. Et je leur dis, mais attendez, c'est assez extraordinaire. Vous dites, vous êtes libéraux, et en fin de compte, vous tirez un chèque en blanc sur la Sécu. Il y a un problème quelque part. Et donc, on est dans toute une série, aujourd'hui, de débats qu'on n'ose plus aborder, parce que politiquement, c'est difficile. Et on est aujourd'hui face à des calculs politiques et à l'absence de courage politique. Et le courage politique fait qu'il y a une difficulté de discussion entre les syndicats et le patronat, mais il y a aussi aujourd'hui une difficulté de discussion entre l'opposition et la majorité. Moi, j'avais été très frappé que lorsque je voyais la réforme des retraites, il y avait 2 lignes d'écart entre M. Jospin et M. Juppé. Et j'ai échoué, puisque je leur avais dit, est-ce que vous pourriez venir vous exprimer devant l'opinion pour dire que moi, représentant la majorité, et moi, représentant l'opposition, nous avons le même diagnostic sur la gravité de la maladie. À partir du moment où il y a cette approche majorité-opposition, qui consiste à dire il y a un problème, à ce moment-là, on peut responsabiliser le citoyen sur la réponse de gauche et sur la réponse de droite. Mais quand vous avez, quelles que soient les alternances, le diagnostic de la majorité sera complètement contesté par le diagnostic de l'opposition qui dira « mais il n'y a pas de problème », eh bien l'opinion fuira sa responsabilisation en cherchant le médecin qui dira « vous inquiétez pas, vous n'êtes pas malade ». Et à partir du moment où on a ce jeu politique entre la majorité et l'opposition qui consiste à chercher à fragiliser la capacité de décision de la majorité par la déresponsabilisation du citoyen parce qu'on ne veut pas lui mettre les enjeux, eh bien on est en train d'aller tout doucettement vers un pays qui ne peut plus avoir de débat politique apaisé, qui est en train de tomber dans l'obscurantisme, parce qu'on ne peut plus avoir un débat apaisé sur le nucléaire, on ne peut plus avoir un débat apaisé sur les nanotechnologies, sur les OGM, etc., etc. Et moi, je pense qu'il faudra trouver des lieux indépendants de dialogue apaisés et apaisants que peuvent peut-être être les conseils économiques, permettant à l'opposition et à la majorité, parce qu'il n'y aura pas de calculs électoraux, parce qu'il n'y aura pas de médias, de pouvoir dire à un moment donné, quand je vois par exemple, et je terminerai là-dessus, Madame Merkel prend une décision sur le nucléaire. Et je vois bien d'ailleurs, et je le regarde, toute la discussion difficile aujourd'hui entre le PS et les Verts. Et je ne fais pas le procès parce que ce n'est pas facile pour le PS qui doit conquérir le pouvoir avec la... Bon, la question, je sors de cet enjeu français. La vraie question que je me pose, nous avons des défis alimentaires et des défis énergétiques. Est-ce que la décision politique a été prise par conviction ou par calcul électoral ? Et quand je vois Mme Merkel aujourd'hui demander au commissaire allemand européen de dire les fonds, il faut les affecter pour le financement des réseaux parce qu'on risque d'avoir besoin de réseaux, je crois que là, nous devrions être attentifs à une relation nouvelle, et c'est un thème cher à Terranova, au fait peut-être de dire que le débat politique, qui est un peu calculateur pour conquérir le pouvoir, est un débat qui trompe peut-être la démocratie, qu'il faudrait, avant que le débat politique tranche, qu'il y ait peut-être une démocratie participative dans laquelle la société civile, les corps intermédiaires, pourraient avoir un rôle à jouer pour éviter d'avoir la dictature de l'urgence et de l'émotion qui fait qu'on agit quelquefois plus par un temps de retour électoral de la décision politique que par la pertinence d'une décision à long terme. Et bien voilà, le débat politique est ouvert, il est 19h59, merci à vous trois. Bonne soirée à tous.